là, j'avais envie de vous proposer un jeu de révélation où nous allons partir d'une perspective personnelle à une perspective impersonnelle. Vous allez tantôt regarder une situation à partir de l'idée que c'est votre situation, que c'est votre expérience, que c'est à vous. C'est la perspective habituelle, c'est la perspective duelle. Il y a l'impression que ce qui est vécu par quelqu'un, par une personne. Et puis je vais vous proposer de percevoir la même situation à partir d'une perspective impersonnelle. C'est-à-dire tantôt vous allez regarder l'expérience comme étant mon expérience, ceci est mon expérience, et puis vous allez regarder l'expérience en tant que cela est une expérience. Alors, comme je le dis toujours, ce genre d'instruction ne vaut que parce que vous allez les faire pour vous-même. Entendre cette instruction et simplement essayer de la comprendre intellectuellement, ça n'a aucun sens. Donc il faut vraiment toujours faire l'instruction pour vous-même, pour vérifier. La vivre. Pardon ? La vivre. La vivre, voilà. Donc je vais vous proposer de passer en revue un certain nombre de concepts au travers de cette double perspective, et chaque fois je vous laisserai un temps pour goûter, pour sentir ce que cela fait corporellement, sensoriellement, tactilement, vibratoirement. Et on va voir comment vous vivez ça. Donc vous pouvez fermer les yeux, et puis je vais vous proposer de considérer votre corps en tant que ceci est mon corps, et vous ressentez en silence. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Et puis maintenant, cela est un corps. Et vous ressentez la différence. Pensez à votre prénom en tant que ceci est mon prénom. Cela est un prénom. Et vous sentez. Pensez à une souffrance que vous avez et considérez-la en tant que ceci est ma souffrance. Et puis considérez-la en tant que cela est une souffrance. Considérez un problème que vous vivez
comme étant un problème, en tant que ceci est mon problème. Puis considérez-le en tant que cela est un problème. Considérez votre famille en tant que ceci est ma famille. Puis considérez la famille en tant que cela est une famille. Considérez votre histoire de vie en tant que ceci est mon histoire. Puis en tant que cela est une histoire. Considérez une peur que vous avez en tant que ceci est ma peur. Puis considérez la peur en tant que cela est une peur. Considérez un désir que vous avez, ou un rêve, en tant que ceci est mon désir, ou mon rêve. Puis considérez ce rêve ou ce désir en tant que cela est un désir ou un rêve. Considérez votre travail en tant que ceci est mon travail. Ou si vous n'avez pas de travail, ceci, prenez un loisir, ceci est mon loisir. Vous prenez, si vous cherchez un travail, ceci est ma recherche de travail.
Puis considérez-le en tant que cela est un travail. Considérez l'avenir en tant que ceci est mon avenir. Puis considérez l'avenir en tant que cela est un avenir. Considérez le maintenant en tant que ceci est mon maintenant. Ceci est mon maintenant. Puis considérez le maintenant en tant que cela est un maintenant. Considérez le ici en tant que ceci est mon ici. Puis considérez-le en tant que cela est un ici. Considérez l'univers comme ceci est mon univers. Puis en tant que cela est un univers. Considérez le moi, votre moi, définition que vous avez de vous-même en tant que ceci est mon moi. Puis, cela est un moi. Considérez ce que vous nommez la vérité pour vous, en tant que ceci est ma vérité. Puis cela est une vérité. Et puis terminons cet exercice. Ouvrez les yeux s'ils étaient fermés.
Et partageons l'expérience vécue. Y a-t-il une différence entre ceci est mon et cela est un pour vous? Quelle est la nature de cette différence? Pour moi, dès que c'est mon, ça fait crac. Contraction. Ouais. Et dès que c'est une expérience, ça fait... Ouais, expansion. Mais Contraction, très... expansion. Ouais. C'est très net. Ouais. Très bien, super. Ouais. Bon, toi Eric? Moi ça me perturbe. Oui, ça fait contraction, ça peut venir aussi. Oui, ça fait la sensation de limite. D'accord. La sensation de limite. D'accord. Ça ramène à la sensation physique. D'accord. La limite physique. Oui. La première proposition, La ceci est mon. proposition, et puis après, c'est d'un coup, après la sensation d'être dedans, ou d'être dedans. Donc là, Expansion. expansion, ouais. D'accord, c'est la même expérience. Et pour toi, Stéphane? Ouais, pareil. Pareil. Corinne? Oui, pareil. Avec des Moi, variantes? je sentais que ça, quand tu disais c'est ma, hop, je sentais quelque chose qui serrait. Torsion. Ouais, tension. Et après, pouf, ça. Pouf. Vous avez tous les mêmes gestes. Pouf, Ouais. torsion, C'est ça. tac, Ouais. tac. Et vous voyez bien que lorsque vous dites ceci est mon expérience, quand il y a appropriation de l'expérience, effectivement, comme le relate Sandra, on ne peut pas sentir. Parce que l'appropriation, c'est déjà se raconter une histoire, c'est déjà croire quelque chose qui est erroné. Parce qu'il n'y a personne à qui appartient cette expérience, en réalité. Et donc il y a une résistance en fait. Parce que c'est douloureux. Et oui, mais c'est la résistance qui est douloureuse. Ce qui est douloureux, c'est de considérer que c'est mon. C'est pas l'expérience, il n'y a aucune expérience en soi qui est douloureuse. C'est le fait de s'approprier l'expérience qui crée la contraction. La contraction que tu ressens dans le corps, elle est liée au fait que tu penses qu'elle est à quelqu'un, qu'elle appartient à quelqu'un, mais ce quelqu'un n'existe pas. Donc quand on joue avec cela est une expérience, ben, il y a une décontraction immédiate du corps. Eh bien, l'invitation, évidemment, c'est de vivre à partir d'une absence d'appropriation. C'est de vivre la vie à partir d'un je ne sais pas, de l'ouverture. Voilà. Quand vous regardez en vision sans tête, que la vie, les éléments, les formes, les couleurs vous apparaissent en vision sans tête, c'est pareil, il n'y a pas d'appropriation. L'arbre, ou la douleur, ou l'handicap, qui apparaît dans l'espace, ne cause pas une appropriation, ne font pas émerger une tension, ne font pas émerger l'idée que les choses devraient être différentes de ce qu'elles sont. Quand vous dites c'est mon histoire, c'est ma famille, il y a plein d'idées là-dessus, parce que le mon, le moi, l'apparent moi qui semble s'approprier la famille, ce moi est lié à plein de croyances. Une famille c'est comme ça, elle devrait être comme ça, ce serait mieux que... Donc en fait, on ne regarde pas les choses telles qu'elles sont. Et donc ça crée toutes ces croyances qu'on a, qui sont finalement transparentes quand on dit c'est ma famille. C'est l'habitude de parler comme ça, mais quand on ressent que c'est ma famille, il y a toute une contraction qui arrive parce qu'il y a toutes ces résistances, ces croyances qui sont des résistances, qui sont amenées avec l'appropriation. Quand vous dites c'est un, c'est comme si vous regardiez à partir de la vision sans tête. Et donc le corps, il voit tout de suite ce qui... la différence. Donc vraiment, je vous invite à visiter les différentes zones de votre vie, les zones difficiles, les zones très difficiles, les zones d'ombre, les angles morts, les désirs et les peurs inavouables, en tant que ceci est mon, sentez, puis cela est un. Ça t'est pas arrivé justement, toi, en étant dans cet état d'esprit, que quelqu'un à tes côtés dise mais tu ressens rien, c'est pas normal, t'as un cœur de pierre, t'es insensible. Ça t'est arrivé ça?
Parce que tu vois, il y avait de suite le scénario qui me faisait rire. C'est, mettons, je sais pas, tout le monde pleure, puis il y en a un qui est là comme ça. Tranquille. C'est pas une posture, c'est pas un refus de pleurer. Il peut m'arriver de pleurer aussi. Ça te fait peur, ça? Non, mais de suite, il y avait le scénario, tu vois, donc c'est mon mental, ça. Bah oui, c'est parce que tu as peur. Peut-être. Bah oui. Sinon, tu te poserais pas cette question. Ouais. C'est-à-dire que tu as peur de devenir insensible. Ou d'être jugé comme étant différent. Mais c'est déjà le cas. Et ça te fait peur? C'était pour Oui. pousser plus loin le truc, tu vois, dans l'introspection. Mais non, c'est pas... Regarde. Mais Parce non, que... c'est bon qu'il y a un truc, ouais. Regarde, parce que... Ouais, parce qu'il y a sûrement le côté différent, mais moi j'entends ce côté où tu dis dans ta réponse, ça m'empêche pas d'être avec. Et je pense que moi, quand je ressens ça, je me sens pas avec. Il y a une coupure. Je pense qu'il y a une séparation. Je suis pas dans l'émotion emporté parce que l'autre est emporté. Oui. L'autre va pouvoir dire mais tu pleures pas avec moi, qu'est-ce qui t'arrive? Et on t'a déjà dit ça? À certains moments de ma vie, c'est pas aussi fort, mais ça peut être ça, quoi. Ça peut être putain, t'as un sens, tu t'aurais bougé ou... Ouais. Et effectivement, il y a quelque chose où peut-être je suis un peu à l'extérieur de ce qui est là, tu vois, en séparation. Et tu le vis mal? Je sais pas si je le vis mal. En tout cas, Enfin, il y ça a te pose des questions. Ouais. Ok. Prends ces trucs-là, ferme les yeux. Ceci est mon questionnement. Prends tout ce que tu viens de me dire, puis tu prends ça en tant que ceci est mon expérience. Et tu ressens ce que ça fait que de le considérer ainsi. Puis tu considères cette expérience en tant que cela est une expérience. Première, ça se noue. Première, ça se Et noue. l'autre, c'est... Voilà. C'est tout simple. Donc, à force de faire ce genre de jeu, de révélation, le corps va vous révéler quelle est l'attitude juste. L'attitude juste, évidemment, c'est de vivre à partir de votre état naturel. Sans la surimposition d'un moi imaginaire qui en plus contracte. C'est une invitation à vivre ce qui est tel que c'est. C'est très simple en fait, c'est très naturel et c'est source de douceur, de détente, d'expansion, de relaxation dans le corps. Pour dire un peu ce que tu dis toi, parce qu'il y a une... Tout à l'heure quand Sandra, quand Sandra a parlé, voilà. Moi j'ai eu de l'empathie, j'étais touché par le fait de ne pas avoir envie de souffrir. Et puis je faisais l'exercice en même temps, j'avais un peu de mal en fait. Et il y a cette chose, mélange avec une espèce de compassion ou bienveillance, ou je sais pas, un truc, de ressentir ce que l'autre ressent. Et de pas ressentir ce que l'autre ressent. L'idée que si je ne ressens pas ce que l'autre ressent, j'ai pas de compassion ou quelque chose, j'ai pas de... Il ne s'agit pas de ne pas ressentir ce que l'autre ressent, il s'agit de ne pas se l'approprier. Il n'y a personne qui ressent ce que l'autre ressent. Mais il y a la vie. Ceci est mon ressenti. Tension. Le ressenti de l'autre. Cela est un ressenti. C'est tranquille. C'est une pratique qui permet de réaliser qu'il n'y a personne.
mais au travers d'une expérience directe, à travers d'une expérience corporelle. Si le corps se contracte, c'est que vous vous mentez à vous-même. C'est que vous êtes en train de croire quelque chose qui n'est pas vrai. Toujours. Quand le corps se contracte, c'est que vous croyez quelque chose qui n'est pas vrai. Donc le corps vous fait une sonnette d'alarme, gling, 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 vous dire « Ah, il y a quelque chose à investiguer ». Parce que ce n'est pas naturel de contracter le corps, sauf pour des mouvements musculaires nécessaires au fonctionnement. Tout ce qui outrepasse la contraction musculaire nécessaire au fonctionnement de l'instant, ce sont des contractions dites psychologiques. Ces contractions naissent toutes de l'idée que je suis quelqu'un. Que je suis quelqu'un qui pense ses pensées, qui est agent des actions, qui est responsable, qui peut être coupable, qui peut ressentir la honte, le regret, qui désire que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, ou qui ne veulent pas voilà, que les choses soient ce qu'elles sont, qui est en résistance. Voilà, ça c'est la vie à partir de la perspective personnelle, et ça génère en permanence une foultitude de tensions corporelles, énergétiques, de fixation. Le moi s'expérimente dans le corps en tant que fixation, densité, lourdeur, pesanteur, contraction. Imaginez le nombre incalculable d'usines chimiques, les millions d'usines chimiques dans le cerveau, dans chaque neurone, synapse, qui à chaque instant est en train de créer une illusion, l'illusion d'un moi séparé. Cela se remarque dans le corps. Mais ça ne se remarque pas au quotidien puisqu'on a l'habitude de se contracter comme ça. Quand je vous propose de faire cette pratique, vous réalisez que la perspective habituelle de dire ceci est mon passé, ceci est ma famille, ceci est mon corps, suscite des contractions par rapport à l'autre perspective qui est celle de dire cela est une famille, cela est un corps, cela est une histoire. Et donc là, je sens que ça peut éventuellement vous mettre la puce à l'oreille d'un dysfonctionnement. Considérer les choses comme étant à moi, c'est un dysfonctionnement, c'est comme un virus informatique, c'est inutile, c'est en trop. C'est un truc qui est en trop. Ouais, qui s'est mis en place il y a fort longtemps. Qui fait fort longtemps, et dans l'enfance, et que tout le monde fait circuler. Voilà. Moi, il y avait la résistance c'est un inverse, mais de pas vouloir me dire non, il n'y a personne, il y avait la résistance, non, il y a quelqu'un. Il y a souvent, en fait, il y a quand même cette résistance qui est là, qui vient là comme une croyance invisible. Là, je m'aperçois, oui. Non, il y a quelqu'un. Oui. Non, Bon. Et bien, sans cette défense, ferme les yeux. Quand on fait une pratique, on fait que celle-là. Ceci est ma défense. Je ne vous parle même pas d'éradiquer la défense. Je ne vous parle pas de prouver que c'est vrai ou pas vrai. Simplement, je te permets de regarder ça au travers de deux perspectives. Ceci d'abord est ma défense, et tu ressens ce que ça fait. Ceci est ma défense à moi. Et puis maintenant, cela est une défense. Cela est une défense. C'est comment là? T'as une différence ou pas? Trop. Hein? Pas trop. Ok, on recommence. C'est-à-dire que c'est tendu dans les deux cas? Ou c'est détendu dans les deux cas? Quand c'est tendu dans les deux cas, il faut
refaire plusieurs passages, plusieurs changements d'attention entre ceci et mon, cela est un. Quand c'est détendu dans les deux cas, ça veut dire que le langage n'a plus prise sur vous. C'est ce dont on parlait hier. Une fois que vous avez réalisé votre vraie nature, que vous vivez à partir du fait de ne rien être en particulier, il n'y a pas lieu de dire que pour aller aux toilettes, par exemple, ce corps mental-ci désire aller aux toilettes. Vous dites j'ai besoin d'aller aux toilettes. Vous parlez normalement, comme tout le monde, même si vous savez que le jeu se réfère à un corps qui est perçu par d'autres. Vous n'identifiez pas ce que vous êtes réellement à ce faux jeu, mais vous utilisez néanmoins le langage. Donc, si, par exemple, on prend une zone de notre vie et qu'on l'explore entre ceci est mon et cela est un, et qu'il n'y a pas de différence de sensation dans le corps, que le corps est parfaitement relâché, ça veut dire que vous disiez ceci est mon, cela est un, vous êtes absolument tranquille, il n'y a pas d'appropriation en réalité. Si vous dites ceci est mon expérience, que ça contracte, et que cela est une expérience, que ça contracte aussi, ça veut dire que même si vous dites cela est une, ce changement apparent grammatical, syntaxique, ne permet pas d'enlever, disons, d'ôter cette fausse appropriation. Donc là, je vous invite à faire encore, ceci est mon, cela est un, 20-30 secondes chaque fois, ceci est mon, cela est un, vous pouvez faire 2, 3, 4 fois. Quand il y a des sujets extrêmement difficiles pour vous, douloureux, vous faites plusieurs fois l'aller-retour. Et à un moment donné, immanquablement, vous allez sentir une différence entre la première et la deuxième perspective. Est-ce que c'est, alors, dans ton cas, c'est soit tendu dans les deux ou c'est détendu? Dans les deux. En fait, dans le deuxième, en fait, ça devient juste une idée. C'était comme une idée qui est ceci est mon à l'idée, mais au niveau corporel, c'est pas détendu. Bon, alors tu prends le niveau corporel. C'était quoi déjà la chose? Ceci est. Mais c'était quoi le sujet? Défense. En fait, c'est. Défense. Ouais, par rapport à. Le fait de se dire non, il y a toujours un moi. Il y a quelqu'un quand même. Oui, toujours un moi. Toujours un moi. Donc voilà, c'est un truc récurrent ça. Ok, sans ce que ça fait dans le corps. Vous pouvez aussi faire ça quand vous avez quelque chose, vous ne savez pas si c'est mental, si c'est corporel. Vous englobez ça dans un scan direct, là. Vous scannez la sensation ainsi que le mental. Vous mettez ça dans un même sac, le mental et la sensation, dans une expérience globale, et vous appelez ça « ceci est mon expérience de l'instant ». Ceci est mon expérience de l'instant. Et tu ressens ce que cela fait que de vivre cette expérience à partir du point de vue « ceci est mon expérience ». Et puis maintenant, cela est une expérience. Cela est une expérience. Y a-t-il une différence? Ouais, ça commence. Ok, reprends. Ceci est mon expérience, à moi, à Eric. Ceci est mon expérience et tu ressens ce que cela fait. Vous êtes invité, pendant qu'on fait ça, à scanner votre propre expérience de l'instant, quelle qu'elle soit, et à la faire, si vous le désirez, avec nous.
Puis maintenant, cela est une expérience. Cela est une expérience parmi les milliards d'autres expériences. Cela est une expérience. C'est comment? Parce que je reste avec l'idée qu'il y a un moi et qu'après, enfin physiquement... Physiquement. Ouais. C'est une expérience physique, hein, Ouais. sensorielle, tactile, vibratoire. C'est le corps qui vous dit si vous êtes tendu ou pas. Parce que s'il y a juste des pensées et que ça n'occasionne pas de tension, tranquille. Qu'est-ce qui pose problème? C'est la contraction. Si les pensées il ne s'agit pas de lutter contre les pensées. Il s'agit de comprendre qu'il n'y a pas d'auteur. Il n'y a pas d'auteur qui pense les pensées. À partir de là, le mouvement de la pensée se fait librement, sans contrainte, sans contraction, sans lutte, sans guerre. Vous n'êtes pas en guerre contre les pensées. Donc elles viennent. Et quand vous n'êtes pas en guerre, quand vous n'êtes pas en train de penser que c'est vous qui les pensez, mais que c'est aussi naturel que le vol du papillon, là, qui était là, vous n'avez pas de prise sur le vol saccadé du papillon, sur les feuilles qui bougent dans le vent, là. À ce moment-là, tout se passe naturellement et le corps est détendu. Donc le corps, il dit quoi? Le corps, il y a une détente entre la différence entre avant et après. Voilà. Donc, ça c'est important. Une fois que c'est remarqué, il suffit que tu continues. Tu fais l'aller-retour, 2 fois, 5 fois, 10 fois, et tu vas voir qu'au final, tu vas pouvoir regarder quelque chose va pouvoir être regardé à partir d'une absence de moi. Il n'y a personne qui regarde. Ça arrive, mais ça arrive à personne. Et là, c'est très différent. C'est très très différent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de sensibilité. Ça veut dire qu'il n'y a plus de pathos. Il n'y a plus d'émotion autour de moi. Ce que vous appelez émotion, en général, c'est du pathos en fait. C'est-à-dire c'est des émotions qui ne sont pas pures, qui sont appropriées par un moi imaginaire. L'émotion pure, elle est très différente. Il y a toujours des émotions, bien sûr, l'émotion c'est la vie. Donc n'ayez pas peur que ça élimine les émotions. Ça élimine simplement l'appropriation qui crée une intensité particulière dans l'émotion à laquelle beaucoup de gens sont drogués, mais qui n'est absolument pas, qui n'est pas quelque part naturel justement, qui est quelque chose de surajouté. Qui a un côté égocentrique et qui n'a rien à voir avec la véritable compassion. C'est de la sensiblerie, du pathos. C'est le moi qui pleure sur lui. C'est sans fin. Ouais, donc tout ce conditionnement, ce que je m'aperçois, parce que chaque jour finalement le travail est le même, c'est juste des exercices qui varient, qui changent, mais c'est incroyable comme à chaque fois ça va toucher des points sensibles, parce que savoir que la pensée ou que je ne suis pas moi et qu'il n'y a personne, c'est une chose, l'intégrer c'est autre chose. Oui. Et on peut être dans l'illusion que c'est intégré alors que, et non, il y a toujours des couches là, tac, 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 tac. Exactement. Il y a une distance infinie entre la théorie et la pratique. C'est pour ça que je privilégie dans ce stage de 9 jours les pratiques, l'expérience directe, tout le temps. De temps en temps, nous pouvons revenir à la théorie, bien sûr. Il y a une petite bibliothèque là, mise à votre disposition, les Upanishads, la Bhagavad Gita, l'Ashtavakra Gita, les grands textes. Mais rien ne vaut la pratique. Et vous voyez qu'avec chaque pratique, chaque clé non duel, c'est vrai, comme tu dis, il y a des facettes du diamant qui n'avaient pas été vues, différentes. Et le corps, il ne ment pas.
Hein, voilà, donc, quand vous êtes tendu. Quand vous êtes tendu en permanence, vous ne vous rendez pas compte de la tension. Mais quand je vous propose une perspective habituelle qui est tendue, au départ, vous ne savez pas, ceci est mon expérience, vous sentez quelque chose, mais si je ne vous avais pas fait ceci, ceci est une histoire, après avoir dit cela est mon histoire, vous n'auriez pas remarqué la différence. Vous auriez continué à vivre dans cette contraction, un peu comme les gens qui travaillent dans le bâtiment, qui ne vont jamais voir l'ostéopathe, qui ne s'occupent pas de leur corps, et qui ont tellement mal à 40 ans, ils ne vont pas exprimer leur souffrance jusqu'à ce qu'il y a un gros problème qui arrive. Parce qu'on s'est habitué à se contracter, on s'est durci. C'est d'ailleurs ce qui arrive essentiellement beaucoup chez les hommes. Oui. Quand l'homme va voir le médecin, souvent c'est un diagnostic fatal. Alors que la femme va souvent être dans la prévention, dont son corps est différent au niveau physiologique. La femme va être beaucoup plus dans prendre soin de soi, de son corps. Du coup, elle en prend soin au fur et à mesure, alors que l'homme, par lui-même, il n'est pas conscient qu'il y a un problème. Ah oui, tout à fait. On vit dans des couches de souffrance, de contraction, mais énormes. Donc quand on commence à faire des jeux de révélation comme on fait ici, et donc à se détendre, par contraste, les contractions sont vues. Oui, alors justement, oui. C'est ce que je me demande, où je me demandais, ou ce que j'avais l'impression d'expérimenter. C'est-à-dire qu'au moment où je mets la focale sur voilà, ceci est mon corps, mais à ce moment-là, avant même j'ai l'impression que le fait de prendre conscience fait que tout à coup je vois en effet les blocages, là ça s'arrête de respirer et tout, et donc du coup automatiquement, que j'enchaîne ou que j'enchaîne pas, ça respire. À la limite. Tu veux dire le fait c'est même plus c'est parce que la consigne entre guillemets qui change la donne. C'est le fait de prendre 30 secondes pour son corps, pour quelqu'un qui ne regarde jamais son corps, c'est sûr que forcément ça arrive, même si vous dites c'est mon corps, si vous n'avez jamais pensé un instant à votre corps, donc même si vous dites ceci est mon corps, ça va révéler quelque chose, le fait de considérer pendant 30 secondes, ceci est mon corps. Mais normalement, ensuite, quand tu dis cela est un corps, il y a un changement. Oui. Tu le vois bien chez tout le monde. Oui. Quand on fait cet exercice, ça fait 20 ans que je partage cette pratique, chez 90% des gens, il y a cette contraction, expansion. Contraction, expansion. Donc mon invitation, c'est simplement d'approfondir et de faire ça avec toutes les zones de votre vie. Jusqu'à ce que le corps, au bout d'un moment, vous savez, le corps, c'est comme dans les cours de chant. Quand mon maître Nicolas Erandjiev me faisait chanter, me permettait de faire sortir ma voix de la bonne façon, le corps, il a enregistré quelque chose. Après, je le reperdais, le geste. Bien sûr. Mais le corps, le cerveau, il avait enregistré quelque chose. Et il veut y revenir. Parce que c'est tellement bon. C'est tellement bon de raisonner d'une façon puissante, sans effort. Sans effort, j'entends égotique, sans contraction supplémentaire, que c'est juste ce qu'il faut. C'est tellement bon que le corps, même si après il oublie le chemin, il en a le parfum. Donc chaque fois je revenais vers lui, et puis le corps se remettait dans l'alignement, et la voix sonnait de plus en plus puissamment, avec beaucoup plus d'équilibre, et puis je le reperdais à nouveau. Donc cet exercice, par exemple, il informe le corps de quelque chose. C'est le corps lui-même qui est informé. Si vous regardez une perspective à partir de ceci est mon futur, cela est un futur, et que le corps fait contraction, décontraction, ça déjà c'est une information extraordinaire. Il n'y a pas besoin de s'en souvenir, le corps s'en souvient. C'est quelque chose qui va s'intégrer.
D'où l'importance de faire preuve à mon avis, c'est peut-être une croyance, de discipline. Oui, il y a discipline d'envie d'exploration. Donc On pourrait dire ça. Ouais. Mais j'essaie de vous inviter à devenir d'authentiques joueurs. C'est sûr. Et pour moi, un joueur authentique, c'est quelqu'un qui se met en jeu. Lui-même, complètement. Quand tu parles de jouer, c'est d'explorer. D'explorer, d'investiguer, et donc de se mettre en jeu. Jouer, c'est se mettre en jeu pour moi. Se mettre en jeu, ça veut dire, au fond, vous jouez pas pour gagner. L'authentique joueur, c'est celui qui joue en sachant qu'il a déjà tout perdu. Parce qu'il n'est rien. Au fond, il sait qu'il n'est rien. Il a découvert sa vraie nature, il a eu une expérience de la perception, il a réalisé qu'il n'y avait rien en retournant la flèche de l'attention vers cela qu'il perçoit. Donc il sait qu'il n'est rien, donc il n'y a rien à gagner. Et c'est aussi quelqu'un qui a déjà tout gagné. Donc, il n'y a rien à perdre, mais il n'y a rien à gagner non plus parce qu'il a déjà tout gagné, parce qu'il est tout. Quand vous faites les pratiques du senti, vous voyez bien, vous pouvez être l'arbre, le nuage, la maison, la pensée, l'émotion. Vous pouvez tout être. Vous êtes déjà tout, et en même temps vous n'êtes rien. Donc sachant cela, bien sûr, on se met en jeu complètement. On a envie de brûler tout ce qui est faux. C'est un désir de vérité qui vous anime, c'est une ardeur profonde. C'est pas l'espoir de réussir mieux son histoire de couple, ou gagner un peu plus d'argent, ou changer de métier, ou faire le deuil de telle chose. Non, c'est pas ça qui vous anime ici. C'est le désir de vérité, le désir de vivre votre vérité, votre intégrité profonde. Vous avez ce désir de réaliser que vous êtes le sans forme qui prend toute forme. Parce que vous pressentez autour des jeux de révélation que nous faisons, qu'à chaque fois que vous ressentez « je suis le sans forme qui prend toute forme », il y a une joie sans objet qui vient de nulle part, qui vient juste de cette reconnaissance. Et que donc les formes de l'univers peuvent être extrêmement diverses et variées. Que vous soyez malade ou en bonne santé, amoureux, seul, dans un deuil, ou dans une grande histoire d'amour, avec ou sans famille, avec ou sans travail, pauvre ou riche, etc. Vous savez que si vous réalisez que vous êtes le sans forme qui prend toute forme, il y a une vraie joie. Vous goûtez à une joie qui ne dépend pas des situations. Et c'est cette joie-là que vous voulez révéler en vous-même. C'est cette paix-là, et aucune autre. Et donc, en jouant tous ces jeux de révélation, vous révélez la vraie joie, la vraie détente. Quelle que soit la situation que vous vivez, si vous dites « ceci est ma situation », et puis vous changez cela être une situation, on ne change pas la situation. On change simplement le regard sur la situation. L'un, c'est un regard erroné, c'est un regard encombré de l'idée que je suis quelqu'un, et l'autre, c'est la vision sans tête. Donc vous réapprenez simplement à voir le monde à partir d'une absence d'effort inutile. C'est cette motivation-là qui fait que donc tu ne feras pas d'effort. Tu vois, tu feras cette pratique avec joie, comme une pratique de célébration. Tiens, je vais célébrer le sans forme que je suis. Donc quand je dis l'effort, c'est... Ouais. Je parle du quotidien, ouais. Avec ses différents rythmes. Ouais. Et là, je m'aperçois bien que dans ces 9 jours, je suis dans mon quotidien happé par des... Ouais. Dans mon quotidien aujourd'hui, dans ces 9 jours, je suis destiné qu'à ça. Je respire pour ça. Ouais. Demain, forcément, ce sera différent. Dans le quotidien, et c'est la vraie pratique, elle est là, entre guillemets, même si elle est partout. Et c'est là où les tests vont être très importants. Oui, mais on ne peut pas savoir. C'est-à-dire que le parfum, c'est un parfum finalement que... Bon, je partage avec vous les plus belles pratiques non-duelles que je connaisse ici. On pratique des expériences directes. Il y a des révélations, il y a des fausses croyances qui ne cessent de tomber, des eureka, et
progressivement, je vois bien qu'il y a une installation dans votre vraie nature, une sorte de transmutation qui a lieu. Et évidemment, voilà, après l'extase à lessive, enfin, il faudra revenir à un moment donné. Donc c'est mystérieux, ce qui va faire que la conscience va se rappeler, va vouloir se rappeler à elle-même au travers d'un jeu de révélation, au travers d'un simple voir au cours de la journée. C'est curieux, ce qui fait que chez certains, il va y avoir vraiment un désir très fort de vivre cette vérité en permanence, et chez d'autres, voilà, vont se contenter des plaisirs et des joies qui sont liés aux expériences. Mais chez certains, ça va allumer la flamme de l'attention impersonnelle. Ça, c'est mystérieux, je sais pas. Voilà. C'est beau ce que tu dis. La flamme de la... C'est à un moment donné, on veut plus la vérité avec un grand V, voilà, qu'une satisfaction personnelle. La satisfaction personnelle a moins de goût que la révélation impersonnelle. Mais il y en a une qui est temporelle et l'autre qui est temporelle. Voilà. Mais à un moment donné, c'est ça, à un moment donné, on prend plus de goût pour la temporelle et moins de goût pour le temporel. Parce qu'on sait, on a compris que les joies temporelles, d'abord, vont et viennent, elles sont transitoires, elles sont éphémères, mais c'est pas seulement par stratégie, c'est parce qu'au fond, elles sont... c'est un contentement. Et la joie sans objet, elle est beaucoup plus pure en fait. C'est comme, voilà, c'est comme un shoot de drogue. L'un c'est avec l'héroïne avec de la morora et plein de mélange, l'autre c'est de la morphine pure. L'expérience dans le monde, le contentement qui vient d'une expérience dans le monde, elle est toujours liée à la peur de la perdre. Tandis que l'expérience de la joie directe, il n'y a pas de peur. C'est une expérience de joie, sans objet, sans cause, mais sans peur. Vous êtes absolument libre. Vous éprouvez votre propre liberté dans cette joie-là. Donc à un moment donné, l'être, c'est mystérieux, ce qui fait que l'être se rappelle plutôt à lui-même au travers de certains corps mentaux, et puis moins. L'invitation est la même ici. Je suis très content d'avoir entendu tous ces mots-là, parce que j'ai l'impression que c'était les mots que j'arrive pas à dire, enfin la façon les 20-30 minutes. C'est ce que j'ai, voilà, c'est ça. Parce que je ne passe pas, moi, par des lectures, je passe pas par ça. Et c'est cool. Là, voilà, c'est comme si j'entendais ce que je ne dis pas ou que j'arrive pas à dire. Voilà. J'entendais ce qui se dit pas. De toute façon, la lecture fait qu'alimenter une partie du mental. Oui, je vous ai apporté pas mal de livres traditionnels pour que dans les pauses ou pourquoi pas, si c'est nécessaire, nous puissions référer ces clés non duelles, ces pratiques que nous partageons avec les grands textes, pour vous montrer que la réalisation impersonnelle dont on parle ici, elle se réfère, elle a trouvé elle s'est exprimée dans des cultures très différentes et dans des temps toujours différents aussi. Donc, c'est une invitation intemporelle, mais qui s'est exprimée différemment à travers différentes cultures. Mais rien ne vaut l'expérience directe.
Moi, j'ai commencé seulement à apprécier les textes traditionnels quand la temporelle présence était une évidence. C'est sûr. Tout est le soi. Parfois, le soi se présente sous la forme d'une personne qui vous accompagne momentanément, parfois sous la forme d'un texte, parfois sous la forme d'un roman, d'un film, d'un chat, d'un vol d'oiseau. Enfin, tout est perche tendue. Hein. À un moment donné, tout peut nous ramener à la maison à chaque instant. Donc voilà. Mais si les êtres humains ont écrit les Upanishads et s'ils ont décidé de se réunir dans ce qu'ils appellent des satsangs, qui signifie se rassembler autour de la vérité, c'est que certainement ils ont constaté que statistiquement ça permettait de s'établir dans cette présence, de ne pas dépendre d'un tourbillon des tourneaux ou d'un coucher de soleil sur la mer ou de certaines situations idéales, mais que ça pouvait être réalisé en tout temps, à chaque instant et de façon permanente. Mais effectivement, tout peut être pointeur. Par rapport à ce que vous disiez, je peux vous lire un petit texte là qui est un extrait de Shankaracharya, le suprême joyau de sagesse. Et il dit justement, la libération ne peut être atteinte que par une perception directe de l'identité de l'être individuel avec le soi universel. Perception directe, hein, il insiste sur ça. Elle ne sera ni par le yoga, l'entraînement physique, ni par la philosophie spéculative, ni par la pratique des cérémonies religieuses, ni par la science pure. Ça, c'est le 8e siècle. Shankaracharya, c'est vraiment le père de l'Advaita Vedanta. La bonne prononciation, la correction du langage, l'exégèse habile, la science font les délices du savant, mais ne l'amènent pas à la libération. Et surtout celle-là, 61, si la suprême vérité demeure inconnue, l'étude des Écritures, avec un grand E, donc les Upanishads par exemple, hein, les grands textes de non-dualité, l'étude des Écritures est infructueuse. Et lorsque la suprême vérité est connue, l'étude des Écritures est inutile. L'étude de la lettre est sans effet, c'est par l'intuition que l'esprit doit être trouvé. C'est atemporel, et des hommes de tous les temps et de toutes les cultures ont eu accès à cette vérité atemporelle en eux-mêmes. Certains ont même eu la capacité, disons, de le partager, de le transmettre, soit oralement, soit par l'écriture, soit par l'art, la créativité, le chant, la danse. Et c'est vrai que quand on lit ces textes-là et qu'on vit l'expérience directe, on voit qu'il y a cette même reconnaissance. La conscience cherche à se reconnaître dans tous les temps, dans toutes les cultures, sous les contraintes les plus variées.